Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs et tout particulièrement à Madame Marie-France Carlier de m'avoir invité à cette 4e conférence internationale hybride, il est vrai, sur la prévention de l'aliénation parentale. Depuis son introduction dans le vocabulaire psychologique, le concept d'aliénation parentale soulève une solide résistance, aussi bien chez les cliniciens que dans le public en général. Richard Alan Gardner a attiré notre attention sur une forme insidieuse d'abus émotionnel d'enfants qui peut être causée par la séparation des parents qui se déclare la guerre. C'est une forme de contrôle psychologique, on pourrait dire aussi d'un parentage intrusif, mais aucune des classifications internationales n'en reconnaît l'existence aujourd'hui. L'aliénation parentale est devenue, il est vrai, un peu un concept fourre-tout. Le terme même d'aliénation parentale renvoie en effet à l'univers de la folie, alors que le sens étymologique désigne simplement la perte ou la rupture du lien. Le « a » privatif de aliéner, c'est rompre le lien, c'est-à-dire rendre étranger ou hostile un enfant à un parent. Il n'est pas certain que la violence des conflits à l'origine ou suivant la séparation ait véritablement augmenté en intensité, mais il semble que la nature de ces conflits ait changé du fait de l'importance attachée aujourd'hui au bien-être de l'enfant et à la prise en compte, parfois peut-être même au-delà du raisonnable, de ses désirs ou de ses exigences. Alors le phénomène existe-t-il? Aliénation parentale ou auto-aliénation? Si l'on décrit simplement le phénomène, il est certain que tout juge aux affaires familiales, tout expert régulièrement désigné en matière de séparation parentale conflictuelle s'est un jour trouvé confronté à ce type de situation dans lesquelles un enfant semble se transfigurer et rejette de façon soudaine ou progressive l'un de ses parents. Ce n'est pas par hasard que Well, je ne sais pas si on le prononce comme ça, Well, appelait en 1989 le syndrome de Médée le fait que chez un parent, on utilisait les enfants pour atteindre l'autre parent. Médée renvoie bien sûr à la mythologie grecque. L'aliénation parentale suppose une manœuvre de la part d'un parent qui utilise des mécanismes de loyauté invisibles ou autres. Et comme le souligne Bruno Hembeck, l'auto-aliénation est plus subtile car l'enfant est au fond pris à témoin, comme témoin et pour témoin, par un parent dans tout ce qu'il peut dire ou faire en fonction des conflits parentaux. L'aliénation n'est pas un comportement brutal et inopiné, mais il apparaît comme la résultante d'une élaboration lente qui se réalise au gré de nombreuses disputes avec plein de conflits et plein de tensions. Ce processus apparaît chaque fois que l'enfant se trouve en quelque sorte écartelé entre deux exigences contradictoires, aimer un parent contre l'autre, et qu'il éprouve alors le sentiment d'être immergé dans un conflit de loyauté, l'exposant en quelque sorte à un choix impossible. Il y a bien sûr beaucoup de souffrances qui en résultent, et les conduites aliénantes ne sont pas nécessairement conscientes. Elles peuvent être subtiles, indirectes, délibérées ou inconscientes, et donc parfois bien difficiles à reconnaître. Il faut éviter le fait de considérer les personnes comme étant toxiques, mais c'est bien le lien qui est toxique. Sortir de l'aliénation, c'est sortir de ce lien néfaste. Il faudrait peut-être lui préférer le terme de captation, d'emprise ou d'instrumentalisation. L'aliénation parentale est, semble-t-il, stricto sensu très rare. Le trouble d'aliénation parentale peut être favorisé par un ou plusieurs facteurs qui renvoient l'enfant à lui-même. Le désir en particulier de réduire le conflit de loyauté, le désir de réparer le parent endommagé, sorte de parentification de l'enfant, et le désir de réunifier le couple parental. Bien sûr, cela tient également des aspects de la personnalité ou du tempérament de l'enfant. L'enfant devient effectivement arbitre devant deux joueurs qui, pour lui, et dans sa tête, forment toujours la même équipe. Le désir de réduire un conflit de loyauté constitue probablement le facteur qui favorise le plus fortement le mécanisme d'aliénation parentale du côté de l'enfant. Plus précisément, il croit que manifester son amour à l'un constitue alors une trahison envers l'autre avec son lot de culpabilité. Pour solutionner son conflit de loyauté, alors il tente tout naturellement d'opérer un clivage.
c'est-à-dire la création au fond d'un parent qui serait tout bon d'un côté et d'un parent qui serait tout mauvais de l'autre. Et étrangement, une fois ce clivage opéré, l'enfant va retrouver au fond une zone de confort, sa paix intérieure et déploie alors des comportements plus sereins. Il a troqué son conflit de loyauté pour un mal plus pernicieux, l'aliénation parentale. Par contre, et par conséquent, le conflit de loyauté, malgré le profond malaise qu'il entraîne, reste fondamentalement peut-être un moindre mal. Il indique que l'enfant préserve son amour des deux parents, tandis que le rejet d'un parent, malgré son apparence salutaire, comme on vient de le dire, symbolise une forme de parentectomie, c'est-à-dire qui ampute l'enfant d'une source identitaire capitale. Le parent, lui, souffrant, ne manipule pas réellement, en tout cas pas vraiment consciemment, mais il y a une forme de manipulation qui s'opère parce que l'enfant donne l'impression de faire spontanément un choix qui est lié à ses mécanismes d'attachement. Un enfant face à une maman, par exemple, qui souffre parce qu'elle vient d'être quittée par le papa, va adopter, bien sûr, toute une série de comportements qui sont des formes d'auto-aliénation. Et là, parfois, elles peuvent jeter les bras au ciel en disant « j'ai pas manipulé mon enfant ». Et quelque part, elles ont raison. Ce n'est pas une manipulation, on va dire, consciente. C'est une façon de faire qui fait que l'enfant donne l'impression de choisir spontanément un camp contre l'autre. Et généralement, eh bien, il choisit celui qui souffre le plus à ses yeux. Certains enfants vulnérables perdent leur sentiment d'identité émergente et leur capacité à exercer un jugement, on pourrait dire réaliste, et ils deviennent psychologiquement enchevêtrés et forment une alliance pathologique avec un parent contre l'autre. Alors la question qu'on peut se poser, corollaire, c'est est-ce qu'un attachement sécure peut être prédictif ? L'attachement est un puissant régulateur émotionnel. Si l'attachement sécure est un lien qui libère, les liens d'attachement peuvent rendre fous quand ils deviennent eux-mêmes aliénants. L'attachement constitue un système motivationnel inné qui va continuer de se développer toute la vie dans une recherche de proximité et de sécurité. Il est donc le lien unique qui relie l'enfant à une personne significative vers lesquelles il dirige son attention. Il peut s'agir de la mère ou d'un substitut qui prodigue des soins et qui établit une relation durable avec l'enfant. John Bowlby a introduit la possibilité d'un attachement multiple, c'est-à-dire que l'enfant pourrait aussi avoir plusieurs figures d'attachement. Mary Salter Ainsworth a noté que les enfants sont très sélectifs dans leur choix de leur figure d'attachement et que toutes les personnes qui évoluent autour d'un bébé n'en deviennent pas forcément une figure d'attachement. La relation d'attachement confère à l'enfant un sentiment, ce qu'on appelle aujourd'hui une base de sécurité. Et c'était une notion d'ailleurs qui avait été apportée par Mary Salter Ainsworth. Celui-là permet d'avoir un comportement d'exploration car pour l'enfant, la proximité réelle de la figure d'attachement est nécessaire. Mais lorsqu'il grandit, elle est émotionnellement conceptualisée pour permettre la séparation. Le lien d'attachement établi précocement est très important pour le devenir relationnel et personnel, car il détermine grandement les comportements sociaux ultérieurs. Selon Bowlby, l'enfant développe un modèle d'attachement particulier dès la prime enfance et en fonction des soins et de l'attitude, on va dire maternelle pour l'essentiel, à son égard. Par la suite, ce lien avec la figure d'attachement sera intériorisé par l'enfant et servira de modèle pour toutes les relations futures. Donc, en grandissant, les relations de l'enfant seront calquées sur celles qu'il a développées avec sa figure d'attachement. En somme, le lien d'attachement ainsi tissé précocement avec la figure d'attachement, c'est-à-dire le parent ou la personne qui prodigue les soins, est primordial pour le développement de l'enfant et répond à un des besoins de base, on pourrait dire un besoin même fondamental. Et cela passe par la création et l'intégration par l'enfant de ce qu'on appelle les modèles internes opérants, qui permettent à l'enfant de savoir quelle attitude adopter face à sa figure d'attachement et envers les autres de manière générale. C'est-à-dire que si un enfant qui a pu développer un lien d'attachement sécure avec un parent, peut-il être aussi facilement aliéné par l'autre parent ? Voilà, c'est bien la question qu'on peut se poser. Le lien d'attachement peut-il éviter, par exemple, que l'enfant rejette le parent avec lequel le lien d'attachement est fort ? Eh bien, paradoxalement, plus un attachement est sécure, et plus il va donner lieu à des mécanismes aliénants. Étrange,
Mais en fait, on peut l'expliquer. Un attachement sécure, par exemple, peut induire des formes d'auto-aliénation parentale, puisque l'intensité de l'attachement va justifier que l'enfant va se mettre dans le camp de ce parent-là. C'est plutôt là, d'ailleurs, qu'il va falloir faire des diagnostics sur lesquels on va peut-être pouvoir agir. Parce que dans l'attachement, si un attachement, par exemple désorganisé ou ambivalent, peut induire effectivement des façons de s'auto-aliéner, on le comprend assez aisément. L'attachement sécure ne constitue pas du tout une garantie. On peut même penser que cette variable est secondaire dans le cas de l'auto-aliénation parentale parce qu'elle va donner des types d'auto-aliénation, mais elle ne permet pas de préjuger si l'aliénation va se réaliser ou non. Ce qui est pervers dans des situations comme ça de couple en guerre est induit par le narcissisme et qui est problématique, mais ce n'est pas la personnalité d'un des deux, mais la relation et la puissance ou le pouvoir qu'on donne à ces relations qui est en cause. Cependant, il est important de distinguer une situation d'éloignement réaliste où l'enfant s'est éloigné volontairement d'un parent en raison de conduite d'abus, de violence ou de négligence de la part du parent. Ça, ce n'est pas une manipulation consciente autant qu'on pourrait le dire. D'ailleurs, dans beaucoup de familles, de couples, le partenaire accusé d'aliénation parentale tombe des nues parfois en disant « mais j'ai rien fait », il dit « demandez-lui, demandez à l'enfant ». Et donc on enfonce quelque part l'enfant à ce moment-là sous couvert d'une aliénation qui serait instrumentalisée, réalisée consciemment dans l'obligation de s'impliquer encore plus. Cette auto-aliénation est donc probable dans tous les cas de figure. En effet, le comportement aliénant n'est pas réservé exclusivement aux parents présentant des troubles psychiatriques. Il serait, je crois, dangereux de l'analyser ainsi et de ne l'entrevoir que sous un angle de pervers narcissique. La manière dont on envisage le problème n'est pas tant l'aliénation consciente, pensée et réfléchie de la part d'un parent par rapport à un autre, mais c'est surtout la puissance que l'on donne à l'enfant et à son pouvoir de prendre parti pour quelqu'un et donc de compenser ce que celui qui est en difficulté peut vivre. Il s'avère donc qu'une situation d'aliénation parentale va causer des dommages à court et à long terme chez l'enfant, et ces enfants démontrent une perte de confiance en eux et dans le monde aussi, associée à des difficultés relationnelles avec leur père, avec lesquelles les relations durables sont difficiles à maintenir. Alors la question, bien évidemment, qui est au centre de ce colloque, c'est quid de la prévention ? Je crois qu'il est indispensable pour un expert, un thérapeute, de pouvoir garder une neutralité au cœur d'une situation familiale et de proposer ainsi à l'enfant une prise en charge suffisamment structurante pour autoriser celui-ci à sortir du conflit, à sortir d'un conflit qui le concerne évidemment, mais qui ne doit pas l'impliquer. Mettre l'enfant donc en retrait est bien la meilleure prévention et bien souvent, les enfants, on le sait, ne souhaitent pas choisir entre les parents, ils insistent sur l'indépendance de leur perspective. Cette protection doit se mettre en place le plus rapidement possible, à savoir dès que le processus de séparation se fait. Une séparation, ça a toujours été préparé par de nombreuses disputes, par plein de conflits, par plein de tensions. Il est donc primordial de permettre à l'enfant de se sortir de ce climat de tension en le rassurant sur le fait qu'il est concerné, mais pas impliqué. On peut lui dire « ce conflit ne t'appartient pas, donc tu es libre de parler des émotions que tu es en train de vivre, mais ces émotions, par exemple, n'auront pas une puissance telle que parce que tu es triste, papa ou maman ne va pas partir ou rester. » Ces interventions doivent être adaptées à la problématique familiale, aux besoins de l'enfant et à la sensibilité parentale. Ce travail de distanciation permettra à l'enfant de se réhabiliter en tant que tel. Chaque acteur accompagnant une cellule familiale doit être très vigilant au fait de donner beaucoup de puissance aux émotions de l'enfant, car cette attitude renforce aussi les mécanismes d'auto-aliénation, parce qu'en s'en rendant compte que leurs émotions ont une puissance énorme, ça risque alors d'être utilisé à nouveau inconsciemment par un parent qui dira par exemple « regarde, tu vois, il est triste, il nous dit qu'il est triste, donc ne pars pas ». Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup d'études aujourd'hui sur les prévalences de l'aliénation, de l'auto-aliénation. Il n'y a pas non plus d'ailleurs de définition consensuelle. Il existe une absence d'outils validés empiriquement.
Le terme d'aliénation parentale, certes, a été rendu très à la mode, mais celui-ci peut être utilisé à mauvais escient par certains parents, grands-parents ou avocats. En effet, certains vont alléguer des faits afin d'obtenir la garde de l'enfant. Pour garantir la qualité du lien, il faut maintenir chaque parent dans sa relation avec l'enfant et travailler avec les parents afin qu'ils arrivent à surmonter leur séparation. Un travail d'accompagnement sur le plan psychologique permettra à l'enfant de revaloriser chacun de ses parents à ses yeux. Toute la difficulté étant pour le juge comme pour l'expert d'évaluer la qualité antérieure de la relation, souvent niée, tant par l'enfant hostile que par le parent favori et en quelque sorte idéalisé. Il nous apparaît également important qu'un travail de sensibilisation et de formation soit apporté aux intervenants concernant l'aliénation parentale. C'est là une notion, je crois, très intéressante qui fait référence à des situations de plus en plus rapportées, mais qui restent malgré tout assez mal connues et entourées de fausses vérités. Pour grandir, l'enfant a besoin d'une référence à ses deux parents. Il revient parfois aux professionnels de ramener à l'enfant la réalité de son autre parent absent, absent, ignoré ou rejeté, qu'il s'agisse d'un contexte de séparation, parfois de décès ou d'abandon. Cependant, une des controverses demeure à savoir quelle est la source de ce trouble. Il est donc indispensable d'analyser et ainsi d'évaluer au mieux un contexte d'aliénation parentale à travers de multiples facteurs. Pour éviter et prévenir le cocktail insupportable d'angoisse, d'affliction, de peur qui peut arriver si la pression n'est pas levée, freiner ainsi le désir de grandir de l'enfant. Et pour cela, Bruno Hembeck propose, je crois, 5 règles qui doivent être vraiment très bien respectées. Et si ma mémoire est bonne, l'enfant doit être autorisé à se maintenir clairement, explicitement, en dehors du conflit parental. Bruno Hembeck nous dit que les émotions dites par l'enfant ne peuvent être contredites, atténuées ou manipulées par aucun des deux parents. Et si les parents divorcent l'un de l'autre, l'enfant, lui, ne divorcera jamais d'aucun de ses parents. Le couple parental demeure, même si le couple conjugal n'existe pas. Et enfin, cette phrase magnifique de Bruno Hembeck, « L'amour ne se divise pas quand il se partage ». Merci de votre attention.